Pourquoi je suis expert comptable ? Le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes derrière les chiffres. Une saison de 11 interviews de professionnels pour connaître leur récit personnel, leur parcours unique et le déclic qui leur a donné envie de faire ce métier. Je suis Florent Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite maintenant à découvrir ces parcours exceptionnels. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 6 avec Damien Charrier. Bonjour Damien. Bonjour. Je suis ravi que vous m'accueilliez à l'IFEC. Oui, ravi de vous accueillir. Ouais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un peu de vous, votre carrière, comment vous êtes arrivé jusqu'ici, comment vous gérez à l'heure actuelle et un peu le futur. Mais juste avant, je vais vous présenter. Okay. Donc j'ai utilisé ChatGPT pour aller faire ma trame de présentation. Alors vous allez me dire si elle est bonne. Alors profession, vous êtes expert comptable et commissaire aux comptes. Éducation, titulaire d'un MSTCF de l'IAE de Caen. Oui, tout à fait. Et actuellement, vous êtes directeur général de Talence Group Fidorg avec des bureaux principalement en Normandie et en région parisienne. Oui, c'est ça, c'est exact. D'un point de vue politique, vous êtes président du conseil régional de Normandie de 2017 à 2020, président du MEDEF Calvados depuis 2019 et désormais candidat IFEC à la présidence du conseil national 2024 avec le tandem Florent Burtin. Tout à fait, c'est exact. Vous ne s'est pas trompé. Non, c'est bien, le ChatGPT a bien résumé. Parfait. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'aujourd'hui, vous me disiez pourquoi vous êtes devenu expert comptable. Et je pense que, en fait, c'était pas quand vous étiez tout petit, vous avez voulu faire expert comptable. Quel a été l'élément déclencheur, en fait? Ouais, alors, moi, j'ai un souvenir très précis parce que, le premier contact avec la profession, c'était en 4e. C'était, réunion de parents d'élèves dans le collège dans lequel, j'étais, et j'ai rencontré un expert comptable. Alors, ce qui est rigolo, c'est que il est devenu commissaire aux comptes sur mes dossiers, mais bien longtemps après. Je crois pas qu'il se souvienne ou même qu'il sache que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai embrassé la profession. Et alors après, ce qui s'est passé, c'est que, c'est une idée en 4e, tout le monde ne décide pas en 4e de devenir expert comptable, mais ensuite, j'ai poursuivi mes études et au moment de l'orientation post-bac, je lisais le magazine de l'université. Ça parlait justement d'un MSTCF, alors maîtrise de sciences et techniques comptables et financières, qui est devenue les masters CCA. Et en fait, c'était la filière zéro chômage. Et c'était constant dans le temps. Il faut dire qu'à l'époque où je suis rentré sur le marché du travail, en fait, il y avait vraiment du chômage de masse. Les taux de chômage étaient à plus de 10%. C'est complètement différent aujourd'hui. Et donc la filière zéro chômage, je me suis dit finalement, cette idée que j'ai eue à l'époque, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Mais c'est pas forcément une vocation en fait au départ. C'était vous avez dit tiens, je suis sûr d'avoir un emploi. Non, moi j'ai adhéré à la projection. C'est-à-dire ce qui m'a expliqué en fait de son métier, du volet. Je me souviens assez précisément d'ailleurs ce qu'il m'a dit. Vous savez, on peut faire soit la profession en étant plutôt sur le volet juridique, soit plutôt sur le volet économique. Alors moi mon truc c'est plutôt le volet économique d'ailleurs. Voilà. Et j'ai d'ailleurs complété la formation par un DESS système d'information. Voilà. Donc ça c'est ChatGPT l'avait pas. Ça, voilà. Et tout ça pour effectivement ça me fait quand même penser que c'est hyper important ce qu'on fait, ce que font les élus, les bénévoles dans les conseils régionaux. On dit souvent qu'il faut aller parler pas juste en post-bac et qu'il faut aller dans les collèges, dans les lycées. La preuve, c'est que on a au moins un qui a choisi ce métier-là en 4e. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant votre parcours du début où vous êtes rentré du coup en tant que collaborateur jusqu'à avoir ce fameux sésame qu'on a tous, le diplôme d'expert comptable? En fait, c'est assez classique comme parcours. D'abord, j'ai eu l'occasion de faire des stages chez les experts comptables. Premier stage, d'ailleurs, c'était un stage avec un maître de stage, mission de commissariat aux comptes, où il a refusé de certifier. Alors, ça m'avait scotché à l'époque. Et puis après, je suis rentré dans le cabinet, plutôt sur la voie du conseil. En réalité, au départ, j'ai pas fait vraiment d'expertise comptable. Je suis rentré... j'avais fait un DESS système d'information, donc j'étais plutôt dans une branche consulting autour des systèmes d'information. J'ai rédigé à l'époque, parce que je l'ai exhumé il y a pas longtemps, un mémoire semestriel sur l'intelligence artificielle. Déjà, voilà. Bon, c'était pas tout à fait les technos étaient pas du tout les mêmes, mais c'était autour du décisionnel. Et puis en fait, je suis revenu après vers l'expertise comptable. Puis j'ai franchi différentes étapes. J'ai été diplômé du DEC en 2002, associé en 2003, donc ça se fait assez rapidement. Donc j'étais assez jeune à l'époque. Et puis voilà, je dirais on est dans un cabinet. J'ai la chance d'être dans un cabinet où en fait on fait beaucoup de promotions internes et on laisse les gens évoluer. C'est aussi comme ça que le cabinet se développe d'ailleurs. Donc je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Et puis j'étais un petit peu pressé à l'époque aussi. Voilà. Et donc ce diplôme d'expertise comptable, ce mémoire, ça a été facile? Compliqué à tout gérer en même temps que la carrière professionnelle? Le mémoire c'est toujours un moment un peu intense en fait, mais moi ce que j'ai eu à la limite le plus compliqué pour moi, ça a été plutôt les écrits parce que je m'étais un peu éloigné du métier classique.
Et donc, je faisais un peu d'audit, mais c'était pas mon cœur de métier, et un peu d'expertise comptable, c'était pas mon cœur de métier. Donc, j'ai beaucoup bossé les écrits. Après, le mémoire, je l'ai fait autour d'une thématique sur le système d'information de l'université, mais que c'était plus en lien, je dirais, avec ma spécialisation. C'est-à-dire, ouais. Comment on fait alors pour être spécialisé en informatique et dire, allez, maintenant, je suis associé, je suis en 2003 et on se met dans l'expertise comptable. Ça a été dur de se remettre dans le bain? Alors au départ, ouais, c'est un peu raide parce que vous avez des collaborateurs qui connaissent mieux le métier que vous. Après, le boulot, mais c'est du management en fait, c'est de montrer aux équipes que vous pouvez les faire grandir et que vous pouvez apporter un autre regard sur les dossiers. Avec des compétences spécialisées, que ce soit en évaluation, etc. Donc ça s'est fait relativement bien. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des équipes qui m'ont soutenu dans cette démarche et ça s'est finalement plutôt bien passé, quoi. Mais bon, il y a un effet de rattrapage. Oui, c'est sûr qu'il faut mettre un coup de collier. C'était une période intense, dure, ou ça s'est bien fait et ça a été naturel? Toujours, comment je pourrais dire en fait, cette envie d'apprendre, vous voyez, qu'on a tout le temps. Ouais, mais ça, je pense que c'est inhérent à la profession, en fait. Cette envie de progresser et de pas rester sur des acquis. Donc, en fait, on oublie les phases de difficulté. Hein. C'est comme avec les enfants. Quand on les a tout petits, on se dit, la vache, c'est dur de se réveiller toutes les nuits, ils pleurent et tout. Et en fin de compte, alors moi, mes enfants ont quand même pas mal grandi. En fin de compte, on oublie toute cette période-là et on se souvient surtout des bons moments, quoi. Et souvent, on dit, petit enfant, petit souci, grand souci. Ouais, pour l'instant, je touche du bois, ça va. Je vous le souhaite. Bon, maintenant, bah voilà, ça a l'air de bien tourner. Vous êtes associé au cabinet. Et puis bah là, il y a peut-être eu un petit moment où on se dit, oh, je m'ennuie. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et bah, candidat IFEC à la présidence. Ouais, en fait, je me suis pas levé un matin en me disant je vais devenir candidat à la présidence du Conseil national. C'est en fait le fruit d'une continuité. Alors ce que je dis, parce qu'on fait un Tour de France actuellement pour les élections, donc ce que je dis en fait, c'est que ça fait 18 ans que je suis engagé dans la politique professionnelle. Donc 18 ans, c'est la majorité. Voilà. Donc je me dis, c'est le bon âge pour être candidat à la présidence du Conseil national. Non, plus sérieusement, en fait, j'ai commencé. Déjà, j'ai commencé dans un cabinet pour lesquels les instances c'était quelque chose d'important. On a toujours eu des élus. J'ai un associé qui a été président de 2 fois de compagnie régionale. On a toujours eu des élus dans les syndicats, alors l'IFEC en l'occurrence. Et puis il y a quand même un truc qui a aussi joué, c'est que le premier qui m'a recruté dans le cabinet, il s'appelait Francis Windsor. Et Francis Windsor a été président du Conseil supérieur. Bon, il est décédé malheureusement depuis, mais voilà, donc il avait laissé une empreinte et une aura sur le cabinet. Après le parcours, j'étais membre d'une section, ensuite président de section, président de conseil régional, élu au Conseil national, vice-président du syndicat IFEC, je le suis toujours actuellement. Voilà, en fait, donc. C'est toujours on prend une étape, c'est toujours de plus en plus dur ou c'est toujours de plus en plus grisant ou c'est normal, c'est la continuité depuis le départ en fait. Moi, je pense qu'il y a une question de continuité et puis de volonté de pas laisser les choses en l'état. C'est-à-dire que moi, j'aime bien en fait comprendre les écosystèmes dans lesquels j'opère. Et puis, et si possible aussi les orienter dans une direction collective. Donc voilà, c'est aussi un projet collectif, hein, c'est aussi le projet de l'IFEC. Moi je suis le porte-étendard en fait, mais derrière en fait il y a toute il y a beaucoup de professionnels, il y a des enjeux pour la profession. Donc oui, c'est assez grisant, mais tout en gardant les pieds sur terre, quoi. Parce que ça c'est vraiment un des enjeux de notre mandature, c'est qu'on veut faire des choses concrètes et on veut que ce soit au bénéfice de la profession. On pourrait se dire, j'ai mon cabinet, il fonctionne bien, pourquoi pas me concentrer dessus pour le développer et en profiter. Et si je remarque du coup, vous étiez depuis, ça va faire 18 ans, vous êtes dans le côté politique, est-ce que c'est pas aussi une envie de partager ou de faire bouger des choses qui vous a peut-être pas plu avant? Oui, alors ça c'est sûr, c'est que je peux pas me contenter, mais ça c'est en moi, je peux pas me contenter de rester dans un système dans lequel je détecte qu'il y a des choses à faire, qu'on pourrait faire mieux. Si je vous donne un exemple précis, en fait, quand j'ai été candidat en fait au Conseil régional en Normandie, j'entendais beaucoup sur le terrain de retour, comme quoi l'ordre ça sert à rien. Et je me suis dit voilà, il y a un truc qui va pas. On peut pas être dans une profession réglementée
et se dire en fait que les instances ça sert à rien. Okay. Donc en fait ça veut dire qu'il y avait et c'est pas tellement qu'il se passait rien en fait, c'est simplement qu'il y avait une dimension qui était pas travaillée, qui était de le faire savoir. Donc voilà, donc moi je suis arrivé à un projet avec un projet à l'ordre qui était de dire bah voilà, alors non seulement on va faire plus parce que objectivement on a fait plus, mais aussi on va faire savoir ce qu'on fait et ce qui a plutôt bien marché en fait. Hein, voilà. Donc avec des trucs qui aujourd'hui sont évidents, mais la présence sur les réseaux sociaux, des publications, enfin voilà ce genre de choses. J'ai une petite question, mais là c'était un peu sur du off. Vous êtes encore président du MEDEF. Oui. Et du coup, vous arrivez à tout gérer. Ouais, alors en fait, je suis président du MEDEF parce que j'ai une conviction personnelle. C'est que j'avais prévu d'en parler un peu après, mais on peut en parler là. On peut en parler. Ah ouais, non, on peut en parler là. C'est que c'est très bien en fait d'avoir des experts comptables qui sont trésoriers. Moi-même, j'ai été trésorier, mais je pense qu'on a une formation, un métier, une déontologie qui peut nous emmener plus loin et qu'on a aussi besoin de faire rayonner la profession. Donc moi j'engage tous ceux qui ont envie de faire ça dans cette voie-là, de pas en fait se limiter à la place du trésorier et d'ambitionner la place du président ou de la présidente. Je pense que c'est vraiment important donc moi j'ai eu plusieurs fonctions comme ça dans des associations, puisque le MEDEF c'est une association, hein, toujours orientée sur le développement économique, c'est-à-dire le fil conducteur c'est de se dire voilà, nous on a un impact en tant qu'expert comptable sur nos clients. Mais globalement, on a quand même des choses à dire sur l'économie, sur la microéconomie. On peut apporter un éclairage aux décideurs publics. Et donc, je l'ai fait. J'ai été président du réseau Initiative dans le Calvados, en Normandie. J'ai été membre du conseil d'administration d'Initiative France aussi. Et donc, le MEDEF aussi, c'est du développement économique. Alors, sur des boîtes peut-être un peu plus grosses que le réseau Initiative. Mais pour moi, c'est assez complémentaire. Et d'ailleurs, quand il y a eu les crises de type Covid, etc., souvent à la préfecture il y avait le MEDEF, il y avait l'ordre et après comment tout faire, c'est une question d'organisation et de travailler en équipe. Voilà, ça c'est je vous dévoile un petit truc sur moi, je travaille toujours en équipe. Voilà. Toujours, c'est ça qui m'a tilté dès le départ, c'est le mot économie. Jamais il y a le mot expert comptable, tout ça c'est toujours ambition économique, vision économique, côté économique. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu ce penchant plus chef d'entreprise que expert comptable technique? Alors j'ai un peu les deux, mais c'est vrai que j'ai un peu les deux parce que j'ai aussi une gestion de portefeuille. Je suis pas un professionnel de la politique. C'est-à-dire que et je pense que c'est important dans ce qu'on veut construire pour la mandature au Conseil supérieur. Voilà, je connais les dossiers, j'ai des dossiers qui sont techniques et donc je connais pas tout parce que c'est extrêmement vaste et pour ça il faut s'entourer. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, je sais comment ça se passe en fait la technique d'un dossier, donc du coup je veux surtout pas faire une mandature hors sol. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Après, effectivement, oui, la dimension économique chef d'entreprise, c'est un peu la direction qu'on prend en fait, que prend la profession collectivement. De toute façon, aujourd'hui, si on veut piloter des collaborateurs, avoir une stratégie, faire du marketing, se diversifier, en fait, on n'a pas tellement le choix. Prendre les bons virages au niveau techno, ça demande effectivement pas mal de hauteur et ça a toujours été une de mes presque obsession en fait de faire cohabiter le temps court, donc celui de la gestion des dossiers, des échéances, et le temps long, qui est plutôt le temps de l'action et le temps des projets. Et c'est ce que j'ai essayé moi dans la mandature en Normandie, notamment de transmettre à la profession. C'est un beau projet. Est-ce que vous avez des personnes, ou est-ce qu'il y a eu des événements au cours de votre carrière qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé en fait à en arriver jusque-là? Est-ce que vous avez des mentors? Alors des mentors en fait, je dirais pas vraiment parce que je pense que je suis assez éclectique dans pas mal de domaines et en fait par exemple j'ai jamais su répondre à la question c'est quoi ton chanteur préféré ou... C'est pas grave, je vous la poserai pas. Grave. donc je sais pas répondre à ça. Par contre oui forcément j'ai fait des rencontres de gens sur lesquels je me suis appuyé. Je pense à Thierry Ono qui est en Normandie, à qui je fais un petit coucou au passage. Je pense à ma compagne aussi qui est expert comptable. Et puis je vous ai cité tout à l'heure Francis Windsor. Et celui que j'ai pas cité, alors qui est pas dans la profession pour le coup, qui est Louis Schetzer, parce que quand j'étais membre du conseil d'administration d'Initiative France, c'était avec lui. Donc un grand monsieur que j'ai fait intervenir en tant que parrain de la prestation de serment d'ailleurs en Normandie, donc ils ont eu de la chance, c'est bien, voilà, mais ça vient. Et qui est quelqu'un qui a un parcours à la fois admirable et que j'apprécie beaucoup. Après,
Peut-être ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis très famille. Alors, famille, parce que avec ma compagne, on aura élevé 5 enfants, 2 chiens, un chat. Famille élargie parce que j'ai à peu près, mes 2 parents sont issus de familles nombreuses, donc j'ai plus de 50 cousins germains en ligne directe. Et puis j'ai aussi une famille professionnelle, mon cabinet, mes associés, nos collaborateurs. Et puis j'ai une famille politique qualifec. Donc, et je pense que l'inspiration, elle vient de tout ça aussi. Elle vient beaucoup du collectif. Est-ce qu'il y a eu des événements, peut-être au cours de la carrière, qui aussi vous ont appris à prendre du recul, à peut-être foncer plus rapidement? Je pense, c'est par exemple comme le Covid ou des choses dans votre carrière qui vous ont dit, on voit autrement maintenant. Je vais changer mon fusil d'épaule. Oui, il y en a eu plein. Il faut vraiment choisir 2-3, si c'est possible. Non, mais il y en a eu plein parce que en fait, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis associé en 2003. Peu de temps après, 2008, en fait, on a la crise financière, la crise des subprimes, l'affaire Enron, avec la recomposition d'une partie du paysage de la profession, quand même. Et puis les conséquences, elles arrivent dans les cabinets plutôt 2013-2014, en décalage, avec des faillites de masse, voilà. Ensuite, on se relève de ça, il y a eu la crise du Covid. Donc à l'époque, moi j'étais président de l'ordre de Normandie, donc forcément, il faut à la fois s'occuper du cabinet et s'occuper aussi de la profession. Et puis là, après la guerre en Ukraine, et puis la crise qu'on connaît aujourd'hui, qui est encore différente, qui est une crise du recrutement, des vocations. Alors, j'ouvre une parenthèse quand même pour qu'on se dise un truc important, c'est qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de problème fondamental d'attractivité dans la profession. En réalité, depuis que moi j'ai commencé, l'effectif de la profession, il a fait que croître. Donc, il y a de plus en plus de collaborateurs dans les cabinets. Après, on peut avoir une crise de croissance et se dire, je voudrais faire plus, et il me manque des ressources actuellement pour faire plus par rapport à des nouveaux marchés que j'ai identifiés par rapport à... Ça, oui, ça, ok, mais bon, voilà, je referme cette parenthèse, donc, parce qu'il faudra travailler sur cette dimension-là, mais voilà, qu'on ne se flagelle pas non plus. En fait, on a un métier qui reste attractif, même s'il faut travailler sur le fond. Et donc toutes ces crises-là, en fait, quand la crise commence, on n'a évidemment pas la solution. Et on peut se dire, la crise Covid, ça a été quand même violent. On peut se dire, est-ce que c'est la fin du monde, tel qu'on le connaît? Et donc, voilà, le constat que je fais, c'est que on n'a jamais la solution. Donc, en fait, il faut travailler son côté créatif pour aller. Mais que globalement, la profession s'en sort extrêmement bien. C'est-à-dire que elle a surmonté toutes ces crises-là. Elle s'en est sortie. Elle s'est même renforcée. Et en termes d'effectifs, et en termes de marché, et en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, moi ce que je retiendrai, c'est que, et c'est probablement un petit message positif pour nos consoeurs et confrères qui sont dans le dur de la période fiscale, et Dieu sait que c'est dur, et à chaque fois on se dit, on a l'impression qu'elle est plus dure que celle d'avant, mais c'est qu'il faut toujours garder l'espoir, parce qu'au final, on a des énormes enjeux qui nous attendent sur le numérique, sur l'intelligence artificielle, mais pas plus que... ce ne sera pas forcément plus dur que la crise du Covid, ou voilà. C'est juste que quand on est avant, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Donc, l'incertitude nous emmène effectivement peut-être certaines craintes, mais voilà, il faut avoir confiance dans l'avenir. Il y a un mot que vous avez dit, je suis obligé d'en reparler, c'est le mot créativité. Dans la bouche d'un expert comptable, ce mot-là. Il me fait rayonner, j'adore. Et comment c'est de se dire, tiens, je suis ouvert à toutes les propositions, je vais essayer de voir, vu qu'on ne connaît pas la solution, vous l'avez dit. Ça a dû être intense quand vous étiez président du coup au conseil régional, de tout gérer, sûrement dû parler avec le préfet pour le Covid. Oui, c'est sûr. Après, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'experts comptables qui sont créatifs. Et sauf qu'on ne communique pas beaucoup sur cette dimension-là, parce que par définition, on a un métier sur lequel il y a de la rigueur, etc. Mais ça n'empêche pas, en fait, moi j'ai un associé que j'aime beaucoup, qui fait des bouquins sur les motos anciennes. Qui dessine à côté, qui publie des livres. J'ai un autre expert comptable qui est au cabinet, qui est membre d'un groupe de musique, et je sais qu'il y en a pas mal. On avait fait une campagne de com comme ça en Normandie, d'ailleurs, sur expert comptable par passion, et en fait, on parlait de toutes les passions qu'avaient les experts comptables en dehors. Et on a un peu un métier où les consoeurs et confrères ont un tempérament hyperactif. Donc en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que on fait notre métier, mais souvent on fait d'autres trucs à côté. Voilà. Parce que ça fait partie de l'ADN, en fait, un peu.
Quel a été le plus dur pour vous? Devenir associé, de finir plutôt son diplôme d'expert comptable, de devenir, se proposer en fait à devenir président du Conseil national? C'est quoi l'étape, la marche que vous trouvez, celle-là, elle est un petit peu différente des autres? Je sais pas en fait s'il y a vraiment des trucs qui sont plus durs. Enfin, moi je me suis toujours fixé une règle en fait, c'est de prendre du plaisir à ce que je fais. Voilà. Donc je fais pas les choses par obligation. Je les fais parce que j'ai envie de les faire. Du coup, et parce que ça aussi ça résonne pour moi, ça a du sens pour moi, parce que je suis dans un groupe dans lequel je me sens bien. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là en fait qui sont très personnelles, mais du coup, j'ai jamais réfléchi trop à cette question en fait de savoir ce qui est le plus dur. Ce qui est sûr, c'est que les challenges sont assez différents les uns des autres. Voilà. Après, dans les trucs durs auxquels je pense, mais pour le coup, c'était en dehors de la profession. Quand j'étais président d'initiative Calvados à l'époque, qui est une grosse association. C'est au moment de la loi NOTRe, et donc la compétence économique est passée du département à la région. Et en fait, sur ce simple truc-là, c'est un simple changement législatif, on a perdu 60% de notre budget de fonctionnement. Donc, autant vous dire que là, vous transpirez parce que vous dites je mets tous les salariés à la porte, je fais comment, etc. Et puis finalement, on a réussi à passer ce cap-là, et aujourd'hui, la situation est plus forte qu'avant. Donc, oui, il y a des trucs durs. Au démarrage de la crise Covid, vous savez pas par où commencer. Voilà. Et puis au final ça se fait. Donc on en garde effectivement des souvenirs, pas tous, mais au final voilà, on s'est dit ça s'est passé quoi. Et puis des bons souvenirs aussi de temps en temps. C'est de l'expérience que vous avez pris. Et je vais reposer ma question, c'est plutôt comment vous vous organisez? Alors comment je m'organise? J'ai quelques clés d'organisation. Bon, j'ai déjà un premier truc, c'est que je suis tout le temps connecté. Alors, tout le temps, ouais, ça veut pas dire que je suis en permanence sur mais en fait, je suis en mode surveillance. Donc, j'aime bien être informé, et par contre, voilà, je réagis si je pense que j'ai besoin d'agir. J'ai une deuxième clé, c'est que je suis très organisé et j'aime bien que les choses soient planifiées à l'avance. Pour laisser le moins d'espace possible à la surprise. Alors, il y en a toujours, hein. Je suis tout à fait conscient que dans une présidence, il y a plein de trucs qui vous arrivent et qui sont pas du tout attendus. Mais comme le reste est organisé, on peut se concentrer en fait sur les trucs les trucs importants qui arrivent. Et puis j'ai une troisième clé d'organisation. Je l'ai déjà dit, hein, c'est que je travaille en équipe. Je travaille toujours en équipe. Et donc ça veut dire confiance et délégation. Supervision aussi, mais donc moi en fait j'aime pas trop faire plusieurs fois la même chose, hein. Voilà, c'est un petit secret que je vous livre. Donc en fait j'évite d'intervenir là où je pense que c'est pas à moi d'intervenir. Voilà. Donc pour ça suppose effectivement que les choses soient bien en place, hein, qu'il y ait une organisation, qu'il y ait des compétences, mais je pense que c'est une bonne clé d'organisation et qui permet de prendre de la hauteur. C'est aussi valable dans l'organisation du cabinet, hein. Mais c'est valable dans l'organisation quotidienne, c'est valable sur plein de trucs. Donc voilà, quelques petits détails d'organisation personnelle. Je voudrais qu'on aille du côté présent maintenant. Je voudrais savoir à quel moment de votre vie vous êtes levé le matin ou vous étiez là en début d'après-midi à boire le café, vous dites là, je pense que je suis content de moi, j'ai réussi ma vie pro, perso, donc c'est top. Je vais vous citer Winston Churchill, je pense que vous la connaissez cette citation-là, mais qui disait en fait réussir c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Non, en fait, je me suis jamais dit ça, parce que ce serait une forme d'aboutissement et en fait la vie c'est le mouvement, donc je me suis jamais posé la question de cette manière-là en me disant je suis arrivé à quelque chose. Oui, j'ai été content, j'ai été super content. On a fait des fêtes avec l'équipe quand on a été élu en Normandie. On fête les victoires, et je pense que c'est hyper important d'ailleurs. Y compris dans le quotidien des cabinets, de fêter les victoires et même les petites victoires. C'est important pour les collaborateurs, c'est important pour l'état d'esprit général, et c'est pas hyper français, hein. Voilà. Je referme cette parenthèse-là, mais c'est plus normand ou pas? Ouais, on dit que le normand est indécis, je pense pas que ce soit vrai en ce qui concerne, mais je suis pas que normand non plus. J'ai des racines en Lorraine, en Vendée, à Paris, donc. Voilà. Mais tout ça pour revenir sur votre question, en fait, ce qui fait l'intérêt en fait de ce qu'on fait, c'est aussi le chemin, c'est-à-dire le fait d'arpenter le chemin, quoi.
Et c'est important de prendre du plaisir. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir dans la phase campagne. Je pense que je prendrai aussi beaucoup de plaisir dans la phase si effectivement on arrive à faire ce qu'on souhaite pour l'IFEC dans l'exécution de la mandature. Mais voilà, c'est surtout ça en fait qui compte pour moi, plutôt que de me dire, de regarder une situation comme si elle était figée, quoi. Au niveau de l'organisation, du coup, on en a déjà un peu parlé, mais moi, je voudrais savoir comment maintenant vous organisez pour cette mandature-là qui a commencé, pour aller à la présidence du Conseil national, et en même temps, finir de faire les révisions de nos bilans pour la période fiscale. Ça, en fait, on l'a un peu évoqué. Là, on est rentré dans une phase active de la campagne, mais qui est déjà en cours, hein, puisqu'on a déjà fait un premier tour de France avec mon binôme Florent Burtin, donc en 2023, et là, on entame notre deuxième tour de France. Donc ça, c'est vraiment la phase campagne, rencontre du terrain, et ce qui nous permet aussi d'affiner le programme, puisque ça fait partie des objectifs. On a un congrès de l'IFEC le 4 et 5 juillet et on donnera des précisions sur tout le programme. Et puis après, je vous l'ai dit, hein, je suis quand même assez connecté. Je compartimente, on va dire, mon temps pour être présent sur les dossiers auprès des collaborateurs. Et voilà, donc c'est un peu sportif, hein, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est aussi du travail. Voilà, je pense que je suis pas le seul expert comptable à travailler beaucoup en fait. Voilà. Est-ce qu'il faut être hyper actif pour être expert comptable ? Je sais. Alors non, je pense pas que ce soit un prérequis. Par contre, le constat que je fais, c'est que beaucoup d'experts comptables sont hyper actifs. C'est une réponse de Normand, ça. C'est une très bonne réponse, hein. Il en faut. Moi, derrière, j'avais une autre question. C'est simple. Est-ce que la vie perso a été importante ? Le cocon familial vous a aidé à en arriver jusque-là ? Est-ce que c'est un peu vos piliers ? Et comment on gère tout ça ? Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est effectivement hyper important. J'ai la chance d'avoir des enfants avec qui j'ai fêté des victoires, voilà, ou partagé des défaites quand il y en a eu d'ailleurs. J'ai une compagne, je vous l'ai dit, qui est expert comptable et qui me soutient énormément. Donc oui, c'est important parce qu'on ne va pas dans un projet comme ça sans prendre en compte la dimension personnelle au risque de tout exploser en fait. Voilà. Donc oui, c'est même fondamental. Ouais. Est-ce que le fait que votre compagne, du coup, soit expert comptable, c'est peut-être plus simple pour comprendre l'organisation ? Pas du tout. Si, c'est plus simple. C'est plus simple parce qu'on peut partager, en fait, des choses sur, à la fois sur le quotidien. De temps en temps, quand on se prend la tête avec des clients, on peut s'en parler. Ou se les renvoyer. Ouais, c'est pas loin de la vérité, en fait, ça. Donc on peut faire ça déjà, et puis ou des fois sur des aspects gestion de cabinet, hein, voilà, ça arrive aussi, parce qu'on travaille pas dans le même cabinet. Voilà, je vais pas préciser, mais voilà. Mais c'est bien, c'est une vision différente du coup de notre facette. Oui, complètement. Elle, en fait, elle est toute seule, elle a pas de collaborateurs. Voilà. Nous, le cabinet, il y a une certaine taille, on a pas mal de collaborateurs, donc oui, c'est deux visions du métier qui, je pense, sont très complémentaires. Voilà, et puis voilà, sur l'aspect effectivement élection, etc. C'est important de pouvoir partager les différentes interrogations qu'on peut avoir, les idées qu'on a sur les projets, voilà, d'avoir un miroir, c'est de toute façon qu'il soit familial ou qu'il soit dans un autre cercle, je pense que c'est important. Ouais. Et les enfants, ils en pensent quoi de papa ? On le verra un petit peu moins ou c'est super papa, il a l'ambition. En fait, alors les enfants sont déjà un peu grands. Hein. Non mais ils sont quasiment tous, à partir de l'année prochaine, ils seront quasiment tous en études supérieures. Donc ils sont tranquilles maintenant. Donc ils sont, moi je suis pas forcément tranquille, mais moi je surveille. Mais non, mais blague à part, alors j'ai pas d'enfants experts comptables. Parce que j'allais vous poser la question après. Non. Mais qui sont pas forcément. J'en ai encore une qui sait pas trop ce qu'elle veut faire. Mais voilà. Mais a priori, non, j'ai pas d'enfants experts comptables. Je pense que, comme tous les parents, en fait, les enfants, pardon, ils observent les parents, et puis il y a un effet de, peut-être, j'en sais rien, peut-être de mimétisme, on verra en fait, mais bon. Et ça vous permet aussi d'avoir du recul sur la nouvelle génération ? On en a parlé, on n'a pas de problème d'attractivité, mais on a du mal un peu à fidéliser, il y a un petit turnover, on peut le dire. D'avoir cette vision sur nos enfants, ça nous permet aussi de nous rattacher peut-être à cette génération ? Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. On voit bien sur les usages qui font des technos,
Sur la communication aussi, ils communiquent pas du tout comme nous en fait. Hein. Un mail, c'est presque un ovni. Par contre, un truc enregistré par SMS, ça c'est normal, quoi. Oui, mais c'est vrai. Mais voilà. Donc, oui, c'est important d'être connecté aux générations. Moi, je fais toujours un peu d'enseignement, parce que j'ai moins le temps, mais j'en ai fait très longtemps. Et ça me donnait en fait l'occasion aussi de voir des gens qui ont intégré le cabinet après d'ailleurs, et d'avoir ce contact direct et de se confronter entre générations. Ça permet toujours d'avoir du recul, se dire tiens, on a notre façon de voir, et les autres générations, peut-être pas la même, mais derrière, il faut essayer de trouver un pont entre les deux. Et ça, c'est pas simple, ça, sur le management. Non, c'est pas simple, mais le management, c'est de mettre les collaborateurs et les compétences au bon endroit. Et donc, parce que là, on parle des jeunes, mais même les anciens. Mais oui, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a aussi les seniors à qui on peut penser qu'on a du mal à leur trouver une place. En réalité, les seniors, quand on regarde dans nos cabinets, c'est eux qui ont la meilleure expertise technique. Donc, à nous de positionner, on va dire, ces collaborateurs qui peuvent peut-être moins tenir le rythme ou la cadence, encore que, sur des missions plus techniques, et puis peut-être les jeunes d'aller les emmener plutôt vers la techno, mais c'est pas une science exacte, hein, c'est pas tous les jeunes vers la techno et tous les anciens vers la technique, hein, des fois il y a des ça peut être inverse. Hein. Est-ce qu'on manage un cabinet comme on pourrait manager, par exemple, l'IFEC ou le conseil régional de Normandie? C'est un peu le même état d'esprit qu'on est non. Monette ou... Ah je ne peux pas le temps de signer. C'est pas du tout la même chose. Non, je vous dis ça pourquoi non, parce que en fait, chaque organisation a des principes qui sont assez différents. Un cabinet, c'est une entreprise. Donc, alors, on peut apprendre de ces expériences, et puis il y a des recettes qui peuvent fonctionner dans différents environnements, mais une entreprise, ça fonctionne avec une hiérarchie, avec un règlement intérieur, enfin avec tous ces codes qu'on connaît. Et puis vous avez, alors peut-être ce qui peut s'en rapprocher, c'est par contre le fait d'avoir des associés et de partager les informations. Ça peut se rapprocher de ce qu'on vit dans la profession. Là où c'est très différent dans un conseil régional, c'est que on a des élus, il y a des missions qui sont pas du tout les mêmes que celles de l'entreprise, un cadre réglementaire, il y a une tutelle, des permanents et des bénévoles. Et il faut mettre tout ce monde-là en action et en coordination. Donc c'est assez différent. D'abord parce qu'un bénévole, par définition, soit il adhère au projet et il fait quelque chose, soit il adhère pas, il fait rien. Enfin, voilà. Donc en fait, les clés sont pas du tout les mêmes sur l'organisation d'une dynamique collective. Mais après, le sujet reste le même. Hein, c'est effectivement d'arriver à animer un collectif, de donner une direction et de donner la pulsion. Et voilà. Donc il y a des similitudes, mais les écosystèmes sont quand même très différents. Et après, il fait que là aussi, il y a des adhérents, donc c'est encore autre chose. C'est une décision volontaire. Un ordre, on choisit pas de cotiser à l'ordre. Hein. C'est même plutôt conseillé de cotiser. Mais dans un syndicat, en fait, c'est une décision, une adhésion. Donc tout ça fait que le mindset est un peu différent. J'aurais une petite idée, moi, et ce serait de vous me donniez des tips ou des conseils qu'on pourrait procurer à la nouvelle génération qui souhaiterait prendre le même chemin que vous. Ou sinon de se dire, vous pourriez parler à Damien Charrier il y a 20 ans en arrière. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour qu'il gagne plus de temps, aller plus vite ou mieux peut-être? Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais moi j'ai quand même une obsession qui est de faire en sorte que... et c'est pas très naturel en fait, mais pourtant je pense que c'est comme ça que doit s'organiser n'importe quelle organisation. C'est que l'organisation puisse se passer de n'importe qui d'ailleurs. Et donc d'avoir cette obsession de structurer les choses. Et de faire en sorte qu'en tant qu'expert comptable, on doit prendre de la hauteur. En tant que dirigeant aussi, on doit prendre de la hauteur. Et de se dire, OK, ça, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Est-ce que je peux pas... Alors, soit, maintenant, je pense qu'il y a des technos, aller chercher une techno qui va faire en sorte que je le fasse pas une 11e fois, ou soit aller chercher des compétences parce que moi, je le fais à ENR, mais il y a peut-être qui vont le faire mieux que moi. Et donc, de mettre ça en place
pour faire en sorte que je puisse franchir la marche d'après. Parce que si je reste dans ma routine, en fait, c'est compliqué, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des trucs, sortir de sa zone de confort. Il y a des formations là-dessus. Donc moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de faire des formations, de se former là-dessus, de se former sur les réseaux. Il y a des formations qu'on trouve soit dans les CCI ou au syndicat, enfin peu importe, mais vraiment sur comment est-ce qu'on agit dans un réseau, parce qu'il y a vraiment des trucs à apprendre. Voilà, donc il y a un côté qu'il faut travailler sur la partie, je pense, développement personnel, voir un peu aussi comment on réagit face à certaines situations, mieux connaître l'autre aussi. C'est des trucs sur lesquels on a travaillé nous en collectif d'associés par exemple. Parce on a tous une grille de lecture assez différente, et c'est un vrai travail de se mettre à la place de l'autre pour mieux se comprendre en fait. Et souvent en fait c'est le fait de déverrouiller ces éléments-là qui permettent de progresser collectivement. Donc il y a beaucoup de dimensions non techniques qu'il faut travailler. Voilà quelques petits trucs quoi. C'est top. Est-ce que aussi ça fait pas peur? Non, quand même, on pourrait dire nouvelle génération. Est-ce qu'il faut le passer ce diplôme d'expert comptable? On sait qu'il est dur, hein. On va pas le cacher. Et est-ce que vous vous dites, il faut quand même. C'est un investissement ou c'est plus une charge, vous voyez vous? Ouais, je comprends. Oui, alors évidemment, il faut le passer. Hein. C'est même parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, dans un cabinet, il y a un plafond de verre si vous n'avez pas le diplôme. Donc, mais je dirais, on a aussi beaucoup travaillé avec les experts comptables en entreprise. Même en entreprise, ce diplôme, vous le valorisez. Donc, évidemment, oui, il faut le passer. En fait, moi, j'avais un prof, ça devait être en 2e année, qui nous avait dit, c'était un expert comptable, hein, et qui nous avait dit, mon diplôme, c'est mon assurance chômage. Donc, je reviens encore, parce que c'est un des trucs qui a été, nous, fondateurs dans notre génération, c'est qu'on est arrivé il y avait vraiment un chômage de masse, quoi. Donc, pour, en fait, s'en sortir, il fallait bosser, fallait viser l'excellence, voilà. Et donc... Après, c'est un investissement, oui. Franchement, une fois que vous avez le DSCG, il n'y a aucune raison de ne pas aller au bout, quoi. Alors après, il faut faire quelques sacrifices, par contre. C'est sûr que moi, j'ai dû écrire mon mémoire avec ma fille qui avait quelques mois sur les genoux. Donc, il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Mais on ne regrette pas. Non, il y a aucune raison d'avoir des regrets. C'est-à-dire que je pense que une fois qu'on a passé le diplôme, si on se retourne 5 ans après, entre le fait d'avoir le diplôme ou de ne pas l'avoir, en fait, on fait juste pas la même carrière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une belle carrière sans diplôme. Hein. Mais si vraiment on a envie de rester dans l'écosystème cabinet, et je pense de franchir certaines marches, le diplôme, c'est quand même un sésame, quoi. Donc il faut foncer. Il ne faut pas hésiter, ouais. Partons sur la partie future. Alors là, on a plein de projets à court terme. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu de vos projets sur cette année? Déjà de finir la période fiscale pour le cabinet. Oui, ça c'est déjà pas mal. Alors, de finir la période fiscale, de finir les IRPP, de finir toutes les assemblées générales, donc pour nos amis auditeurs aussi, et après, de finir vos bilans au 15 mars. Et après tout ça, on aura le droit, je pense, à quelques vacances bien méritées. Ensuite, nos projets, en fait, nos projets avec Florent, là, on est dans un... Bon, c'est pas une grosse surprise, hein. On a une échéance électorale à la fin de l'année. Vous pouvez nous la rappeler, c'est quand? Novembre, ouais, 19 novembre 2024, ce sera la clôture, le dépouillement du scrutin. Nous, on est dans les starting blocks par rapport à cet objectif-là. Donc, si on fait notre compte à rebours, on a enclenché, je l'ai dit tout à l'heure, notre 2e Tour de France. Donc, on a déjà des dates qui sont prévues. On va faire des événements très sympas. On en a un en tête à Marseille, là, je pense, mais pas le dévoiler tout de suite. Faire un peu de teasing. Fin mai. Ensuite, on a le congrès de l'IFEC, le 4 et 5 juillet. Et puis, après, il y a tous les événements ordinaux, les assemblées des conseils régionaux, le congrès de l'ordre. Donc, tout ça, ça va être des moments importants de rencontres et qui, pour nous, en fait, vont nous aider à consolider le programme, en fait, qu'on souhaite mettre en œuvre pour la mandature qui va démarrer en novembre 2024 jusqu'en 2028. Voilà. Donc, ça, c'est le projet de l'année. Voilà. De l'année. De l'année. Et maintenant, je me dis, on va se projeter où vous serez dans 10 ans. Dans 10 ans, vous êtes encore au Conseil national, vous êtes encore expert comptable, vous êtes en retraite, vous avez tout arrêté. Alors, en fait, je sais pas. Mais en retraite, non. Je suis trop jeune pour être en retraite dans 10 ans. Expert comptable, probablement.
Encore au Conseil national, non. Non, alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais j'ai eu différentes responsabilités dans des associations. Voilà, on a parlé du MEDEF, etc. Et j'ai toujours fait en sorte de laisser les choses en bon état. Donc le programme, c'est déjà d'avoir une ambition, de la porter le plus haut possible, et quand on s'en va, de faire en sorte que tout fonctionne bien, en fait. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Donc non, dans 10 ans, je serai plus au Conseil national. Donc je sais pas vous dire où je serai. Je sais pas, j'ai pas fait de plan sur la comète. Après, ce que j'aimerais bien quand même, c'est que si je fais pas 10 ans, mais que je fais dans 5 ans, du coup, parce que ce sera la fin de la mandature, j'aimerais bien qu'on ait une profession qui soit un peu plus apaisée. C'est-à-dire que, alors, on ne sait pas, il y aura probablement d'autres crises, il y en a déjà eu plusieurs par le passé, on l'a évoqué, mais qu'on ait réussi en fait à surfer sur la vague technologique, mais plutôt en mode pilotage, et que ça se soit bien passé, quoi. Donc on ait réussi l'étape de la digitalisation, que cette transition elle a été profitable pour les cabinets, et qu'au final on ait un business qui soit un peu plus apaisé que ça peut l'être aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de trucs à régler dans les cabinets aujourd'hui, quoi. Alors, c'est pas toujours, c'est parfois un peu stressant, quoi. Ça sera un beau projet. Et admettons, dans 5 ans, je reviens vous voir. Est-ce que là, vous seriez déjà, je suppose, fatigué, parce que ça va être du sport, mais est-ce que vous ne seriez pas un petit peu, comment dire, un peu triste en se disant, c'est une super marche, le Conseil national, qu'est-ce que je peux faire de plus maintenant? Parce que vous êtes en mode projet, si je remarque bien. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça, de se dire maintenant, je risque peut-être de m'ennuyer, retourner au cabinet, refaire ce qu'on fait depuis longtemps? La peur du vide, en fait? Ouais, peut-être, ouais. Je pense pas. Je pense pas parce que alors vous avez raison, je pense, sur le mode projet, en fait, mais le mode projet, il peut s'exercer dans plein d'écosystèmes différents. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime bien être quand même concentré sur ce qu'on fait et de bien faire les choses. Je pense que c'est quand même important. Et ça, si on pense toujours au coup d'après, c'est parfois compliqué. Donc, mais non, j'ai pas réfléchi à ça, et je pense pas avoir forcément le besoin d'imaginer l'étape d'après, qui serait je sais pas quoi d'ailleurs. donc voilà, mais probablement qu'en fait il y aura, de toute façon il y a toujours des choses à faire, hein. Bon, on a déjà un peu parlé tout à l'heure. Je dis qu'il y avait pas, pour moi, je vois pas de fin en soi, en fait, de me dire voilà, je suis arrivé là, très bien, super. Non, il y a toujours, et dans la profession, il y aura toujours des choses à faire, c'est sûr. Je pense aussi, ouais. Mais écoutez, je vous remercie pour cette interview, mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un jeu pour apprendre à mieux vous connaître. Le jeu s'appelle Confession intime. Alors, je vous pose des questions et vous me dites plus ou moins. Ok. Au niveau de la charge de travail, vous travaillez plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Même hors période fiscale? Plus. D'accord. Mais ça me coûte pas, hein. Moi, j'adore ce que je fais, donc voilà. Top. Cercle social, avez-vous plus ou moins de 10 amis proches? Proches, moins. Amis, hein. Amis. Au niveau du sommeil, est-ce que vous dormez plus ou moins de 8 heures par nuit? Moins. Au niveau des congés annuels, est-ce que vous prenez plus ou moins de 5 semaines de vacances par an? Plus. Combien? Je suis plutôt à 6. Ah oui, on n'est pas loin du 5. Ouais. Mais après, c'est plutôt des vacances connectées. Ah, il y a toujours, oui, la boîte mail toujours pas loin. Oui, c'est ça. Bon, Normal. Normal ou pas, hein. Au niveau de la retraite, est-ce que vous envisagez de prendre la retraite à plus ou moins de 65 ans? Aucune idée. C'est pas ce qui vous dira d'arrêter, en fait. Vous n'allez pas faire on-off. Non, aucune idée, parce que je sais pas, en fait, ce que j'aurais envie de faire. Alors, on en a parlé, je sais déjà pas dans 10 ans, alors. Donc, mais pas de couper d'un coup, de ralentir peut-être. Bon, ouais, non, je sais pas. Et puis j'ai aussi d'autres passions. Pas du tout dans l'expertise comptable, donc. Vous êtes chanteur de rock? Non. Non. Ouais. Donc il y a d'autres choses à faire, et puis la famille qui aussi probablement s'agrandira. Donc tout ça, il y a quand même pas mal de qui fait qu'aujourd'hui je sais pas répondre à cette question-là. En tout cas, je vous remercie. Et puis on se voit bientôt. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers.
Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et de récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.